Voilà, alors j'ai le plaisir d'être avec Jimmy Quimbert qui va nous parler d'un monde sans argent et notamment de ses ouvrages, hein. On est beaucoup en France à réfléchir autour de la notion d'un monde meilleur, d'un monde sans argent, un monde de partage. Donc Jimmy est un des experts français dans ce domaine. Alors bonjour Jimmy. Bonjour Yann. Hein, donc tu vis dans le sud de la France, tu fais partie d'une ONG aussi, hein, Civilisation sans argent, et tu as écrit plusieurs ouvrages. Tu as écrit deux ouvrages, hein, je crois, hein. Oui, oui, tout à fait, oui. Donc le premier, c'est avec ton ami Michael Garando qui se nomme Vers le nouveau collectivisme pour une société plus équitable. Et là, tu viens de terminer un second ouvrage qui s'appelle Le collectivisme, pensée libérale. Un monde sans argent élimine la pauvreté, la misère, l'injustice, la corruption, un grand nombre de problèmes difficiles comme les problèmes environnementaux et bien d'autres. Quels sont les facteurs qui te touchent le plus parmi les facteurs actuels? Alors il y a des problèmes qui peuvent sembler insolvables aujourd'hui, qui seraient tout à fait euh, qu'on pourrait améliorer avec un monde sans argent, notamment la délinquance, la criminalité, la récidive, toutes les questions de justice hein, qui sont parfois des impasses aujourd'hui et qu'on peut, dans un monde sans argent, totalement bouleversé. Il y a aussi l'environnement, évidemment, ainsi que la pauvreté et l'éradication de la pauvreté, qui serait possible dans un monde sans argent. Alors, comment vivent concrètement les gens dans un monde, dans un système, dans le système que tu conçois? Comment s'organise la politique? Il y a encore un président, il y a un conseil, il y a des régions. Comment ça se passe, l'organisation? Oui, alors à la tête de l'État, il y aura toujours un État. On modifie l'exécutif, on peut faire un exécutif tricéphale, c'est-à-dire trois personnes, pour casser un peu l'hyperprésidence, le culte de la personnalité. Ensuite, dans les strates inférieures, on peut avoir, enfin inférieures, les autres strates, hein, on va prendre le problème de manière horizontale. Les autres pouvoirs, alors le pouvoir au niveau régional et au niveau local, municipal. Et puis la possibilité pour les citoyens de participer collégialement à des suggestions, des décisions au niveau local. Voilà, une vie Donc, démocratique. il y aura des référendums citoyens sur toutes les questions, par exemple? Alors, il y aura la possibilité, oui, d'un référendum citoyen, peut-être pas sur toutes les questions, puisque, alors bon, sur le modèle de la Suisse, hein, ils ont cette possibilité-là. Il ne faut pas le dévoyer, que ça devienne trop récurrent. Mais en tout cas, cet outil, il me semble indispensable. Alors, comment s'organise, pour qu'on comprenne concrètement comment on vivrait dans un monde sans argent, le logement? Hein, parce il y a des locataires actuellement, il y a des propriétaires. Comment se passe la transition? On arrive dans un monde sans argent. Le locataire qui est célibataire dans un appartement de 20 mètres carrés et le locataire actuel qui vit dans un logement de 100 mètres carrés, comment ça se passe après dans un monde sans argent, d'après ta Alors, vision? après la transition, on veillera à ce que personne ne soit lésé, ne rien prendre à personne et continuer à jouir du confort que l'on avait dans la société monétaire. Donc les propriétaires resteront propriétaires, même si cette notion tombera en désuétude et qu'il n'y aura plus de possibilité d'acquérir des propriétés. En tout cas, ceux qui les ont actuellement continueront à les avoir. Pour les locataires, eh bien, ils bénéficieront de logements. Il y aura toujours un système de petites annonces immobilières. Simplement, il n'y aura plus de conditions liées à l'argent. Il y aura des disponibilités de logements et une adéquation avec les dossiers. Évidemment, une personne seule qui veut un 200 mètres carrés, son dossier passera pas forcément face à une famille avec plusieurs enfants. Donc, le- il y aura une logique quand même et une certaine raison dans l'attribution des logements. Parce que Les, dans le système que tu conçois, le collectivisme, il n'y a pas d'argent du tout en circulation, hein. Il n'y a pas d'argent. Alors, dans l'espace intérieur, il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire que, on ne peut pas transformer le monde entier euh, d'un seul coup, ce qui fait qu'il y aura toujours des pays, des espaces où la monnaie continuera à être utilisée. Simplement, dans notre espace à nous, alors là, prends par exemple la France ou bien même l'Union européenne, euh, si cet espace-là est sans argent, ce sera d'abord dans
dans l'espace intérieur. À l'extérieur, il faudra quand même acheter certaines matières premières, choses qu'on n'a pas sur notre territoire, et continuer à maintenir l'équilibre, à être une béquille pour les autres pays qui ont besoin Ouais. d'argent. Parce que le but, c'est pas non plus de pénaliser les autres, puisqu'on est quand même sur une planète finie. Donc, si on embarque quelqu'un sur une pente glissante, on est tous embarqués. Donc, si les autres ont besoin d'argent, bien, très bien. On consacrera l'argent au marché extérieur. Mais en tout cas, on sanctuarise l'intérieur qui fonctionne sans argent. Alors, par rapport au logement, donc tu disais les propriétaires restent propriétaires de leur logement. Est-ce que leurs enfants héritent aussi du patrimoine des parents dans ton Oui, système? oui, oui, bien sûr. La propriété va s'effacer avec le temps, simplement parce que, alors déjà, sans héritier, bon, bah, le logement retourne à l'État, revient à l'État. Et s'il y a des enfants, eh bien, le partage se fait simplement au bout de plusieurs générations, même à la première génération. Si tu as deux ou trois enfants et qu'il faut partager un logement, et que tu peux pas le partager en argent, le bien restera lui-même. Il faudra donc, en bonne intelligence, que les ayants droit jouissent de ce logement comme ils le peuvent. Et ainsi de suite, leurs enfants ne vont pas découper le logement à l'infini, sachant qu'il n'y aura plus d'autres propriétés possibles. Donc, à un moment donné, ce sera plus très intéressant de conserver la propriété, alors que partout ailleurs, dans cet espace-là, intérieur, eh bien, la propriété sera caduque. Alors, qu'en est-il des propriétaires, des personnes qui possèdent plusieurs logements, par exemple, qui sont rentiers, qui sont propriétaires de leur maison et qui ont trois appartements, admettons. Dans le Oui, système sans argent, ils vont garder leur logement? Comment ça se passe concrètement pour eux? oui. Alors, bon, la rente disparaît, puisque de toute façon, ces personnes auront accès à tout, à l'abondance, hein, des biens et services, comme tout le monde, donc aucun souci. Euh, le logement, ils auront leur logement principal, ainsi que le droit enfin, le droit d'utiliser évidemment leur résidence secondaire, après, ou même de la laisser vacante s'ils le souhaitent, hein, mais au-delà, à partir de la troisième résidence, il faudra obligatoirement la mettre à disposition, tout en gardant la propriété, hein, la mettre à disposition de personnes qui veulent se loger, simplement. Voilà. D'accord. Donc, par rapport à la gestion, actuellement, par exemple, il y a des familles qui sont à quatre, on va dire, avec deux enfants dans un logement de 60 mètres carrés, et puis il y a des célibataires qui vivent dans un 80 mètres carrés, par exemple. Comment est-ce que tu vois, après la transition, la répartition des logements, pour que les gens La, comprennent? la- oui, la répartition ne peut se faire dans la violence. C'est quelque chose de très long et très doux. Il faut simplement, alors pour prendre l'exemple des familles qui sont dans un logement plus restreint, plus petit, et mettre un dossier, demander à avoir un logement plus grand, et ça finit par se faire plutôt rapidement. Inversement, les personnes qui sont dans un 80 mètres carrés seules, eh bien, elles restent dans ce logement. Par contre, si elles veulent habiter ailleurs, ce dossier-là ne passera plus. Donc, il y aura le choix entre rester sur place, peut-être à vie, hein, s'ils le souhaitent, mais tout ça pour garder ce logement de taille conséquente, ou bien partir sur d'autres projets de vie ailleurs, mais dans ce cas, il y aura un équilibre entre le besoin réel et la taille de l'appartement. Mais voilà, Alors, n'enlève pas tu les gens de leur tu disais appartement. tout à l'heure que donc, un système sans argent, c'est l'abondance, hein, tout est gratuit. Donc, ça veut dire on va aller dans un centre alimentaire, on va pouvoir prendre ce qu'on veut par rapport à la nourriture. Après le logement, donc vraiment la base, la nourriture, tu vois la gestion de la nourriture, les gens peuvent se servir, et la production et les centres alimentaires, comment ça se passe? Le, la société reste et doit rester libérale. Ça peut paraître contradictoire, mais il doit y avoir des marques, des nouveautés, des sociétés qui créent, qui sont créatives, qui apportent des nouveautés, et des citoyens qui vont
qui vont obtenir ces biens et services. Euh, il y aura une carte, l'équivalent d'une carte de sécurité sociale. Quelque part, c'est la sécurité, hein, on appelait ça la sécurité élargie, sécurité physique, euh, qu'on élargit. On connaît hein, les sécurités régaliennes, mais la sécurité en soi, c'est aussi sécurité alimentaire, sécurité en termes de santé. Euh, la sécurité est vraiment un champ très large. Et donc, cette sécurité alimentaire, pas mourir de faim, c'est pouvoir aller dans ces centres alimentaires, on pourrait toujours appeler supermarché, et cette carte de sécurité sociale euh, n'est n'est pas une autre forme de monnaie, c'est simplement un plafond, c'est pour empêcher en fait de vider le magasin. Parce que lors de la transition, il y aura certainement beaucoup de gens qui n'y croiront pas, qui penseront que ce, cette société-là, ce système-là ne tiendra pas, donc ils vont faire des réserves, c'est un réflexe humain. Donc on va empêcher ces choses-là. Euh, une personne ne peut pas s'emparer de tout un rayon, donc il y a des limites qui sont raisonnables, des limites qui sont quand même hautes par rapport à... la fourchette est haute par rapport aux besoins. C'est-à-dire qu'on ne va pas rationner non plus. On ne va pas dire vous avez le droit que à ça, à tant de calories par jour. Non, non, les gens peuvent prendre, simplement ils ne peuvent pas tout prendre non plus, en termes de quantité. D'accord. Alors, comment s'organise le travail dans un système sans argent, Oui. la production? Alors, le travail, ça c'est une bonne question, c'est évidemment comment les personnes contribuent à l'effort collectif. Eh bien, il y aura une activité générale. Il y aura activités. Une activité générale et une activité volontaire. Alors d'abord, pour l'activité générale, il y aura des sites d'emploi, hein, comme aujourd'hui. Euh, le travail, ce serait 5 heures maximum par jour et 25 heures maximum par semaine. Alors, ça n'a rien d'extravagant, hein. C'est des économistes comme Jeremy Rifkin qui en parlent, disent que ce serait préférable, ne serait-ce qu'en termes d'attention, de production. Euh, on a aussi l'Américain Alex Sojun-Kim-Pang, chercheur universitaire, qui parle de 4 heures par jour, après quoi, justement, notre attention diminue. Et on n'est plus productif. Ça, c'est un mythe, hein. On travaille que le matin, en fait, hein. L'après-midi, on est productif. Voilà, donc les gens travailleraient 4 heures par jour. Et donc, comment s'organise la production entre les logements, la nourriture, les services, l'éducation, les différents secteurs d'activité de la société? Comment s'organise le travail alors? Alors, il faut savoir également que le travail, il va y avoir une forte automatisation, beaucoup de postes qui vont être perdus. Il n'y aura plus vraiment de pertinence à travailler très longtemps. Bill Gates en a parlé très récemment, il y a quelques jours, hein. Il disait que 3 secteurs survivraient à l'IA seulement, donc l'énergie, la biologie et puis la programmation de l'IA. Et que du coup, ça permettrait de travailler moins et de se consacrer à des tâches plus créatives. Euh, et donc, ça libère pas mal de temps. Alors, ta question plus précisément, c'était par Bah, rapport au par travail. rapport au... il y a des formes de travail qui sont plus dures que d'autres. Il Oui, y oui. a des formes de travail, par exemple, des médecins. Comment s'organise l'éducation, par exemple? Système qui va conditionner le travail. Après, les gens ont des multi-activités, ils font 40 ans le même travail. Comment ça se passe à ce niveau-là? Pour le côté. L'éducation sera simplifiée. Alors, déjà, dès l'enfance, dès le collège, on individualise les parcours pour pouvoir servir le collectif plus tard. C'est-à-dire, je précise, j'apporte des précisions à mon propos. Le- Aujourd'hui, on a un tronc commun du collectif à la base dans l'apprentissage. C'est-à-dire, tout le monde apprend la même chose et puis bonne chance, pour pouvoir préparer des individus, des travailleurs, des unités de travail. Là, ça serait l'inverse. On enseigne à des unités d'êtres humains, hein, chacun dans sa singularité, très tôt, en quoi on est bon, qu'est-ce qu'on préfère. Et de cette manière, on prépare des citoyens capables de servir le collectif. Et ensuite, tout au long de la vie, il y aura des modules de formation. On va à l'essentiel dans chaque discipline, contrairement à aujourd'hui où on peut faire des cursus très longs.
Mais ça appartient un peu au passé. Cursus très long, pour les rentabiliser, bah, égale carrière très longue. Et tout ça est très linéaire, ne correspond plus à la réalité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, et demain, je l'espère, dans un monde sans argent, ça sera des cours, des unités, comment dire, des modules à choisir pour pouvoir partir sur différentes disciplines et pouvoir être bon, être performant dans plusieurs disciplines, ne pas s'arrêter à un seul métier. Voilà. Et ça, c'est bon aussi pour les personnes qui veulent se reconvertir, euh, notamment tous les bullshit jobs et tous les métiers qui disparaîtront. Euh, Aujourd'hui, le principal frein au progrès, c'est l'argent. Parce qu'aujourd'hui, on est capable d'automatiser entièrement. euh, je reprends Bill Gates, hein, on peut quasiment tout automatiser. Pourquoi on ne le fait pas? Parce que simplement, euh, on a des tâches, des métiers euh, qui ne devraient plus exister, mais qui existent toujours parce qu'il faut pouvoir rémunérer les gens, parce que les gens dépendent de l'argent. Donc on maintient des métiers qui n'ont plus lieu d'être pour pouvoir euh, continuer à utiliser l'argent. Le mieux, c'est de ne plus utiliser d'argent, de venir à bout des métiers inutiles et d'automatiser, de libérer l'être humain du travail. Voilà. D'accord. Ça a toujours été le but. Alors concrètement, par exemple, quelqu'un qui est comptable ou qui est vendeur, hein, donc c'est des millions de personnes, hein, son travail va disparaître, hein, après la transition. Donc qu'est-ce qu'il va faire? S'organise la reconversion de ces métiers ces millions de métiers qui vont disparaître? Comment tu l'organises, la reconversion? Comment tu la Il vois? y aura, il y aura un large choix de formations en ligne, en présentiel, sur des disciplines différentes. Les gens pourront enfin partir sur des choses qu'ils aiment, sans se dire que ça ne gagne rien. Malheureusement, il y a beaucoup de, j'en vois beaucoup, hein, des personnes qui ont eu une trajectoire, euh, bon, personne n'est vraiment passionné. Je m'avance un peu, hein, mais personne n'est passionné par, je vais dire, par la comptabilité ou, bon, je respecte ceux qui aiment, hein, mais Ouais, voilà. qui font des métiers pas passionnants, par Euh, nécessité? oui, après, sur un plan de carrière, ça peut se comprendre. On peut évoluer sur ces métiers-là, bien gagner sa vie, et, euh, et voilà. Qu'est-ce qu'on raconte à nos petits-enfants ensuite? Voilà. Bah, j'ai joué avec les nombres toute ma vie, et donc, euh, donc non, là, les personnes auront cette chance, finalement, sont peut-être les plus chanceux de pouvoir basculer vers d'autres métiers. Mais au final, il n'y aura pas de métiers ridicules. Aujourd'hui, on parle de métiers pénibles. Il y a des métiers pénibles qui resteront un certain temps dans la société sans argent. Mais ça sera pas aussi dégradant que dans une société monétaire. Aujourd'hui, on se dit, bon, bah, puisqu'il y a une compétition, bah, ceux qui font ça, ces petits métiers, voilà, ils n'ont pas de chance, ils n'ont pas assez fait d'études, ils n'ont pas été rigoureux. Non, dans une société sans argent, chacun a sa place, puisque chacun participe à la machine, au rouage, participe à la continuation d'un système amonétaire euh, qui permet à tout le monde d'être dans l'abondance. Donc c'est beaucoup plus gratifiant de faire des métiers compliqués dans un monde sans argent. Parce qu'on sait on sait à quoi on sert dans ce cas-là. Voilà. Donc on a vu le logement, donc les restaurants, par exemple, seront gratuits dans un monde sans argent. Oui, Donc, oui, oui, bien sûr. alors si par exemple moi je me balade en ville et je veux prendre une pizza, il y aura des gens qui travailleront dans ce restaurant, en quelque sorte, et moi je pourrais. Donc là, toi, tu vois un système de rationnement de cartes pour éviter de manger toutes les pizzas, en quelque sorte. Comment tu vois concrètement Alors le oui, quotidien? on va au restaurant, on peut pas. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut commander 20 pizzas et n'en manger qu'une seule, s'il a l'argent, il le fait. Il en mange une et il jette les autres. Donc, dans un monde, une société sans argent, il y a, euh, il y a cette question cette notion d'être raisonné, hein, ou d'être raisonné, d'être raisonnable, à travers euh, carte de sécurité sociale. L'accès, par contre, il y a aucun souci. Alors, évidemment, si le restaurant, si tout le monde va au même en même temps, bon, on en vient.
à ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire plus de place, réservation tout simplement. Euh, mais sinon, une fois sur place, eh bien, oui, on choisit un plat, deux si on veut. Ouais, mais il y a toujours un plafond assez large quand même pour pas priver. Mais bon. Donc, c'est la gestion des restaurants, en quelque sorte, qui s'organise entre les personnes. Comment tu vois les produits de luxe? Donc, par luxe, j'entends par exemple un violon de bonne facture, hein. On peut imaginer quelqu'un qui veut apprendre à faire du violon, il va aller dans un magasin de musique et il va prendre un super beau violon qui coûte très cher dans un monde sans art. Comment tu vois l'organisation de ces produits de luxe, par exemple, Alors, euh, de très très bonne j'aimerais, qualité? il faut démontrer que le luxe, c'est de la spéculation. On a beaucoup de produits de luxe qui sont en fait dits de luxe parce qu'ils sont rares. Et pourquoi ils sont rares? Parce qu'ils sont produits en petite quantité pour maintenir des prix très élevés. Donc, le système sans argent que je propose, c'est d'abord écouter la demande avant l'offre. Aujourd'hui, c'est plus nuancé. Aujourd'hui, on a souvent une offre, et puis la demande se génère par rapport à l'offre. On le voit avec tous les ans, avec tous les nouveaux iPhones. Bon, les gens n'ont rien demandé, hein. Ils finissent par voilà, se conditionner, mais sinon, la demande n'y est pas forcément. Simplement que l'offre arrive, qu'on le veuille ou non, et ensuite la demande s'y accroche. Euh, pour, euh, pour les violons, c'est pareil. S'il faut comment on appelle ça, des luthiers, c'est ça? Je ne sais plus le Des métier. luthiers, ouais, des luthiers, ouais, donc il en faut plus, S'il et en donc faut plus, eh ben, c'est de nouveau il débouché. faut plus. Alors ça peut paraître idiot quand on y pense, parce qu'on se dit bon, pourquoi Mhm. mais si c'est le cas, si tout le monde a envie, eh bien, plus de luthiers et plus de violons de bonne qualité, de bonne facture construits. Et voilà. Ça, c'est une solution, c'est-à-dire s'adapter à la demande, même si ça prend un peu de temps, mais tant pis, hein, là, on fait la commande et puis ça vient quand ça vient. Il faut aussi savoir que la qualité, ça met plus de temps que de commander sur Internet et euh, des usines à l'autre bout du monde. Euh, et l'autre solution, ça serait d'emprunter. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des produits, on ne peut pas faire autrement que par exemple, imaginons que le violon soit fait avec un bois rare. Puis il y a plus, il y a ce bois-là n'y est plus, il n'existe plus. Euh, on ne peut plus en reproduire de cette manière, avec ce cahier Donc, des il y a charges-là. des objets tech, en quelque sorte, un peu comme des bibliothèques où on peut Dans ce emprunter cas-là, des oui. Oui, objets. oui. Si on peut pas, voilà, si on peut pas avoir chacun un produit, alors on partage le temps sur le produit en question. D'accord. Comment tu vois le transport? Il y aura toujours des voitures, les gens auront toujours des voitures. Et puis quel type d'énergie? Parce qu'on se rend compte que le pétrole est un problème et polluant. Tu penses qu'il y aura la recherche technologique aussi par rapport à l'énergie qui est à développer? Oui, il faut développer la recherche. D'ailleurs, je précise que grâce à la refondation du travail, d'ailleurs qu'on appellera activité, hein, parce que travail, c'est très marqué. Un travail, ça appelle par son étymologie à une notion des notions de pression, de tension, tandis que l'activité, ça va être plus dans l'action et quelque chose de positif. Je revenais sur le travail parce que on aura plus de temps pour donc l'activité secondaire qui est en fait du temps en plus si on veut consacrer plus de temps à des activités. Alors ça peut être De de même nature loisirs? que notre activité principale, mais aussi quelque chose de plus érudit, de la recherche. Et là, ça libère beaucoup d'intelligence humaine pour de la réflexion sur ce que l'on ne peut pas vraiment faire aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, tout le monde a la tête dans le guidon au travail. Là, il y aurait des clubs de réflexion sur de la technologie, sur de la chimie, sur plein de choses. Donc, on ferait fatalement une avancée considérable vers des nouveaux modes des nouvelles énergies, nouveaux modes de propulsion. Et alors là, pour s'en tenir à une réalité proche, on développerait plus encore, je pense, l'électrique, hein, c'est ce qu'il y a de mieux, hein. C'est vrai qu'il y a un débat là-dessus, mais euh, malgré tout, ça reste plus propre que le pétrole. Et puis, alors, on développerait les transports en commun, évidemment, et puis des réseaux, même la voiture continuera à exister, une voiture individuelle, en espérant évidemment qu'elle soit remplie au mieux, hein. On voit toujours une voiture égale un passager ou un conducteur, c'est embêtant. Mais sur des circuits souvent courts. C'est-à-dire qu'il faut systématiser le transport en commun pour des transports longs.
Et on en revient un peu au localisme, au fait de vivre dans sa sphère locale. La voiture sert beaucoup dans la sphère locale, euh, à 30 km maximum, mais au-delà, on développe les grandes lignes de train, les bus, sans retard, quelque chose de Alors, très comment qualitatif. s'organisent les loisirs et surtout les vacances? Les gens pourront aller à l'hôtel, peuvent prendre l'avion facilement? Il y a une carte, il y a un maximum par an. Comment tu vois les choses? Oui, oui, oui. Les loisirs, alors dans l'espace intérieur sans monnaie, aucun souci, hein, sous réserve enfin, de réservation justement, parce que pour éviter que tout le monde aille au même endroit et soit déçu une fois arrivé. Donc, on perd peut-être un peu en spontanéité parce que on ne pourra pas s'attendre, surtout s'il y a le buzz sur certains établissements. Là, c'est super, là, faut aller là, bon, tout le monde y va. Mais c'est c'est quelque chose, c'est plutôt bon pour l'amélioration des services en général, hein. Hmm. Donc voilà, mais tout le monde se dispersera sur des loisirs différents, j'en suis sûr. Et maintenant, ce qui peut poser problème, hein, à première vue, c'est les loisirs au-delà de cet espace amonétaire. Voilà. Euh, comment on fait à l'extérieur? Donc, je veux voyager aux États-Unis, comment ça se passe? Eh bien, euh, puisqu'on évolue un certain temps, donc le temps des vacances, dans l'espace extérieur, il nous faut de l'argent, puisque là-bas, ça fonctionne avec de l'argent. Eh bien, on a une enveloppe euh, en devise du pays euh, pour la dépenser, pour vivre, enfin, nos vacances au mieux, les loisirs, tout ça. Donc, ce qui permet de continuer pour le pays d'accueil, pour le pays qui accueille les vacanciers, bah, de continuer à jouir de l'argent de cet espace-là. Parce qu'il faut rappeler quand même que enfin, une société sans argent, ça peut paraître effrayant pour les autres pays, un vide sidéral en disant bah, on ne pourra plus commercer avec, ça va être un effondrement économique. Eh bien non. Tant qu'eux n'ont pas opéré leur transition vers un monde sans argent et qu'ils ont encore besoin d'argent, ben, on leur facilite un peu la tâche puisqu'on continue à, euh, à dépenser chez eux. Maintenant, si cette enveloppe n'est pas suffisante, il faut savoir que lorsqu'il y aura la transition vers ce monde sans argent, les comptes en banque ne seront pas détruits, ils seront gelés pendant une période de 10 ans, puisque, il y aura un essai de 10 ans de société sans argent. Par référendum, si les gens veulent revenir au cauchemar du monde monétaire, eh ben, ils peuvent. S'ils veulent continuer sans argent, eh bien, très bien, on continue. Mais pendant une certaine période, les comptes en banque seront gelés, ils disparaîtront pas. Ce qui fait qu'ils pourront être dégelés pour les vacances à l'extérieur. Si l'enveloppe n'est pas suffisante, les gens peuvent débloquer des milliers d'euros s'ils le souhaitent, ou ce qu'ils veulent. Donc voilà, il n'y a aucun souci pour ça. Alors, quels sont les points faibles de ton système, Jimmy? Quels sont les sujets sur lesquels tu pêches un peu, qui sont difficiles à Euh, résoudre? oui. Alors, pour moi, alors, il y a deux points faibles. Le premier point faible, qui n'est pas une fatalité, hein, mais c'est le moment où il y a la transition. Euh, je pense que c'est très humain de vouloir, je le disais tout à l'heure, faire des stocks ou bah, s'empresser de profiter au maximum de ce que l'on nous donne en pensant que ça va pas durer. Donc il va y avoir ça va être assez chahuté au début, parce que tout le monde va essayer ne va pas comprendre que tout est accessible, qu'il faut rester apaisé, qu'il faut pas s'inquiéter. Ben, tu penses Hein, que les gens voilà. ils auront tendance à tout prendre Oui, oui, en il va y avoir un excès? désordre. Il risquerait d'y avoir un désordre, mais ça va, avec de la pédagogie, et puis bon, bah, l'État, le gouvernement fera son travail hein, d'ordre. Donc Oui, ça sera quelques semaines, quelques mois. d'accord. Mais il y avait une carte, hein, tu parlais d'une carte qui fait qu'on limite en quelque sorte, ça permet de gérer par exemple la nourriture. On a quand même cette carte qui Oui, oui, capture oui. Mais alors, ce que les je veux dire, stocks. oui, bien sûr. Je prends l'exemple. euh, tu vas au magasin, tu prends des chips. Mais là, comme on n'est pas sur un système de rationnement, on n'est pas en guerre, c'est pas un paquet de chips par personne. Ça va être trois ou quatre, si tu veux. Simplement, tu peux pas prendre tout le rayon. Et tu t'en prends trois ou quatre. Et puis tu y vas, chaque semaine, tu fais ça, puis tu commences à faire des réserves. Ce qui fait que, alors ça peut être pour ça ou pour des produits plus essentiels, comme des packs d'eau, ou des choses comme ça. Ce qui fait que tu accumules chez toi, tu te dis, on sait jamais, parce que si tout s'effondre, et en fait, tu prends un peu plus que de besoin et tu stockes. Et ça, au bout d'un an, 2 ans, bah, il va y avoir des stocks, beaucoup de stocks chez les gens et des produits qui vont périmer, donc de la perte.
cette perte, au bout de quelques années, il y aura plus, il y aura le réflexe va venir, le réflexe de consommer juste ce qu'il faut sans faire de stock. Mais au début, il y aura sûrement cette peur-là, et donc cette accumulation inutile. Et très important, bon, ça se résorbe, hein, c'est pas de souci. Peut-être un peu plus compliqué à traiter, mais pas impossible, ça va être bah, justement le rapport avec l'extérieur, et toujours dans cette optique de prendre plus que de besoin pour essayer de revendre à la frontière. C'est-à-dire que à la frontière, bah, forcément, il va y avoir une limite à, cet espace sans argent. De l'autre côté, comment ça se passe? Eh ben, tu prends une machine à laver, quelqu'un qui a une machine à laver en trop, enfin, qui en a commandé une, qui finalement la première, elle n'était pas si défectueuse, bah, très bien, soit il la rend au magasin et puis ça, c'est pour quelqu'un d'autre, ou alors, par réflexe monétaire, parce que les premières générations auront bien connu la monnaie, on va aller à la frontière et puis voilà, le pays voisin, bah, la machine à laver, elle coûte 300 euros, et ben tu la vends 50 euros. Et puis Alors, ça il y te. aura des gens qui pourraient frauder dans l'optique d'un monde qui ne soit pas global, mais certains systèmes sans argent, il y aura des gens qui auront tendance à frauder, ça Oui, te la fraude, tant la que fraude. l'argent n'est pas totalement, enfin, tant que le monde n'est pas totalement post-monétaire, il y a forcément de l'argent utile quelque part. Ne serait-ce qu'on en parlait hein, pour les vacances hein, ailleurs. Je vais aux États-Unis, et ben, je vais vendre deux, trois produits à la frontière, ce que j'ai touché gratuitement en Alors, abondance. qu'en est-il justement bah, des touristes américains, admettons, qui viendraient en France, admettons que la France soit amonétaire. Les touristes américains, ben, ils arrivent, donc ils peuvent se servir aussi, ils peuvent prendre tout ce qu'ils veulent. Comment ça se passe par rapport aux magasins, aux pizzerias, aux restaurants, aux hôtels, aux centres alimentaires? Comment ça se passe pour eux? Oui, et on leur donne une carte, alors, qui n'est pas permanente, hein, une carte touriste, et ils peuvent également jouir de l'abondance dans notre pays. Voilà. Évidemment, beaucoup de monde va vouloir venir, mais c'est pas systématique. Hein. On se dit, bah, tout le monde va vouloir manger à l'œil, ça, venir. Mais non, si le projet de vacances c'est ailleurs, dans un espace monétaire, eh ben, les gens ils vont pas se priver d'aller en vacances ailleurs. Donc il n'y aura pas une ruée vers chez nous, vers l'espace monétaire. Mais il y aura quand même beaucoup. De toute façon, même avant, même aujourd'hui, dans un monde, dans une société monétaire, on reste la première destination touristique. Donc ça changera pas. Simplement, les gens, bah, ils consommeront comme aujourd'hui, mais sans payer. Ok. Alors, donc, le troisième pôle à considérer dans un système sans argent, c'est la transition. Comment est-ce qu'on fait pour passer du système actuel au système sans argent? Comment tu conçois des possibles transitions, Jimmy? Il existe euh, plusieurs pistes de réflexion. Je sais qu'on a des personnes qui sont plus survivalistes en imaginant une chute brutale, un effondrement brutal et comment reconstruire très rapidement. Moi, je suis plus sur le long terme. Je considère que je ne verrai pas de mon vivant une société totalement post-monétaire et qu'il faut la construire. Je suis persuadé que la voie démocratique est la seule solution. Donc pour moi, ça passe par les élections. Donc sur cet espace-là, la France, moi, je considère que le meilleur espace est de taille supérieure, donc comme l'Union européenne. Donc comment atteindre cette, cette société post-monétaire dans l'UE? Eh bien, déjà, on commence par ce que l'on peut, c'est-à-dire par la France. Réorganiser premier mandat présidentiel et évidemment le Parlement qui va avec une majorité, hein, réorganiser les finances. On a vu que par exemple, là, on a une dette de 3200 milliards d'euros. On va mettre 10 ans pour, enfin, je dis on, selon mon plan et la réorganisation des finances, soit on met 10 ans, 15 ans, ou bien évidemment on peut faire des effacements de dette, hein, comme sous le directoire. C'est une piste, hein, mais il faut y réfléchir. En tout cas, assainir les finances pour pouvoir amener de manière tout à fait, tout- de, comment dire, tout à fait facilement, en fait, amener la gratuité sur certains domaines de la vie. Et ensuite, d'autres pays européens suivront ce modèle-là, et petit à petit, on construit un espace entier, l'UE, avec, avec de la gratuité de plus en plus élargie.
Voilà. Et c'est ce qui, d'ailleurs, moi je m'adosse au projet européen, parce que ça a toujours été le projet de l'Europe sociale, avec l'accès euh, en bout de chaîne pour le consommateur ou pour le citoyen, l'accès gratuit à la culture notamment, la santé, hein, l'État-providence. Mine de rien, on est sur une utopie réalisée, hein, l'Europe. Là, ça déraille un peu, ça va mal, mais c'est une raison plus forte encore de de s'investir dans cette voie-là, dans cette voie d'atteindre la société post-monétaire par la voie politique, la voie démocratique et la voie européenne. Ok, super. Bah, écoute, je t'ai posé toutes les questions que je voulais te poser, Jimmy, hein. Je te remercie pour ta participation. On va organiser des tables rondes entre différentes personnes qui réfléchissent à un système sans argent. Tu voudrais y participer? Bien sûr, oui, oui, j'en Ok, serai. bah, ok, bah, écoute, je te dis à très très bientôt, Jimmy, et porte-toi bien. Et encore Merci merci. beaucoup. Bye Merci à bye, vous. merci. J'ai longtemps rêvé d'une terre où il n'y aurait plus de guerre. J'ai longtemps rêvé